Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce dimanche matin, que vous vous préparez un bon petit déjeuner, parce que c'est ça le dimanche matin. J'essaye d'instituer ça ici, mais c'est compliqué. Mais bon, j'y arrive des fois. Euh, donc, abonnez-vous, mettez un pouce. Vous allez certainement entendre que j'ai la crève. Je sais pas où j'ai chopé ça, mais entre l'opération la semaine dernière, la crève et très très mal au dos, euh, je, je, je suis en morceaux. Bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. Euh, alors, j'ai reçu quelques nouvelles pépites de votre chaîne préférée française d'information. Euh, et LCI. Et je voulais vous faire une petite vidéo sur ça, parce que ça vaut quand même le coup à chaque fois, voilà. Vous allez voir. Alors, je vais être objectif. La première vidéo que je vais vous montrer, c'est peut-être la seule femme qui dit des choses claires sur cette chaîne. Si j'ai bien compris, c'est une ancienne attachée de presse de l'OTAN. Mais ce qu'elle dit, c'est la seule qui dit, d'ailleurs qui reprend les autres parfois, et qui dit des choses vraies, et même si c'est pas dans le sens de la Russie ou tout ça, hein, mais en étant objectif, ce qu'elle dit, c'est vrai. Donc je vous mets la petite vidéo maintenant de cette petite dame. Qui est un missile balistique intercontinental qui a été dont on a réduit la puissance, donc on n'a même pas amélioré un missile, on l'a un petit peu réduit, on l'a rendu moins puissant, parce que comme ça, ce n'est pas un missile de très longue portée, ça devient un missile de moyenne portée qui rentre quand même dans l'arsenal stratégique russe. Ce n'est pas la première fois pendant cette guerre qu'on utilise un missile qui est capable d'être doté d'une tête nucléaire. Les Iskander qui sont utilisés très souvent peuvent être dotés de têtes nucléaires. Ouais. Si je ne me trompe pas non plus, je parle sous vos contrôles, les RA-10, les 100, voilà, les caches, voilà, peuvent aussi être dotés de têtes nucléaires. Donc n'exagérons pas l'importance de cette orechnik que Poutine lui-même veut exagérer. Il a une chose, comme c'est un missile balistique, il va très vite dans la descente. Il a une force kinétique dans son explosion qui n'est pas une explosion interne, mais qui est une explosion causée par la vitesse et par la chaleur qui est causée par cette vitesse. Il est très destructeur, il va en profondeur, et c'est ça qui fait peur au centre de décision à Kiev, c'est qu'il peut détruire très en profondeur dans les bunkers. Alors, j'ai parlé justement à quelqu'un qui revient de Dnipro, qui a examiné le site où cet orechnik est tombé, et en effet, il détruit en profondeur. C'est ça la grande nouveauté, mais ce n'est pas un gagarik, ce n'est pas un truc nouveau, c'est d'accord, diminution d'un truc qui existe déjà. On reparlera. Alors, ensuite une technique journalistique fantastique. Vous avez le journaliste qui vous parle de la Russie, du témoignage d'un soldat russe apparemment. Je sais pas où ils l'ont trouvé. Si ça se trouve c'est du pipeau. Hein. C'est un journaliste qui a écrit tout ça. Et il y a pas de témoignage de soldat. Enfin bon, peut-être que si, peut-être que non. Toujours est-il que ce que dit le soldat, il dit que la Russie a beaucoup de têtes nucléaires. Il y a des anciennes têtes nucléaires, mais il y a beaucoup de nouvelles, qu'elles sont entretenues en permanence, etc., etc. Bon. Première chose que dit le journaliste, c'est que c'est tout de suite, ils sont limite, ils rigolent quoi. Pour eux, c'est de la propagande, c'est pas vrai, c'est faux, alors que c'est la vérité en fait. Ils rigolent de la vérité, ça les fait rire. La Russie a vraiment beaucoup de nouvelles têtes nucléaires, et j'ai vu des infos comme quoi ils ont changé des vieilles têtes nucléaires datant de l'époque soviétique pour les remplacer par des nouvelles. Ensuite, elles sont plus puissantes. Et elles sont effectivement entretenues 24 heures sur 24. C'est vrai, elles sont entretenues en permanence. Il y a une rotation de... Ils font les 3-8 les mecs, et les soldats qui sont là-bas. Et ils ont chacun des points à surveiller, et chacun surveille ses points 3 fois par jour, puisqu'ils font les 3-8. Et donc le journaliste qui en rigole, bah, c'est une andouille, quoi. C'est juste une andouille. Voilà, je vous laisse regarder ça.
nos forces dans les airs et en mer et en théorie à mener une frappe nucléaire. Et il enchaîne en disant également: nous avions des exercices d'entraînement permanents. Notre temps de réaction était de 2 minutes. Les travaux de maintenance des armées nucléaires sont effectués en permanence. Ils ne s'arrêtent jamais. Et enfin, dernier élément important, il existe peut-être des armes anciennes dans certaines régions russe, bien entendu, mais le pays dispose d'un énorme arsenal nucléaire, d'une quantité considérable d'ogives nucléaires, ainsi que de patrouilles de combat constantes sur terre, en mer et dans les airs. Alors Aurélien Duchesne, pardonnez-moi, je lis ce témoignage, je ne peux pas m'empêcher que on voudrait faire de la propagande russe, on s'y prendrait exactement comme ça. Alors, troisième vidéo. Dans cette vidéo, vous reverrez la première femme dont je vous ai parlé, qui est la seule qui apporte un petit truc positif, un petit truc qui est vrai, dans le fait qu'ils sont étonnés que en 2022, il y a eu beaucoup plus de mariages en Russie. Et en fait, elle dit, et elle a raison, qu'il y a beaucoup de soldats qui sont partis au front, et avant de partir au front, ils se sont mariés. Alors tout de suite, il y en a une qui sort que c'est parce que comme ça, bah, la fille pourra toucher des primes, qu'il y a des filles qui... Alors j'ai entendu aussi qu'il y a des filles qui se marient en espérant que le mec il meurt rapidement pour toucher l'argent. Alors ça, c'est une preuve irréfutable de gens qui racontent leurs conneries et qui ne connaissent rien à la Russie, en fait. Alors, il y a moins de mariages en Russie, ça c'est vrai, je l'ai vu. Mais comme en France, hein, c'est la même chose. Hein. En France, vous avez beaucoup de mariages zazou, là. Et puis, je crois que c'est 7000 par an. Et puis, en Russie, oui, il y a eu un pic en 2022 où les gens se sont plus mariés. Oh, j'ai envie d'éternuer. Alors que après, ça s'est calmé. Mais il faudrait arriver à dire à cette dame, mais moi je peux pas lui dire, puis je m'en fous d'elle en fait. Donc c'est même pas la peine d'essayer de lui dire, parce qu'elle elle comprendra même pas. Que les Russes, quand ils se marient, c'est pas comme en France où vous trouvez personne et la première fille que vous arrivez à sortir un peu, soit en boîte de nuit, soit sur un site internet, soit sur je sais pas quoi, hop, ça y est, c'est la bonne, vous vous mariez avec. En Russie, c'est pas comme ça. Ça arrive, ça arrive. Il y a des sites de rencontres, mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, vous avez les Russes qui vont à l'école à 6 ans, et de 6 ans à 15 ans, ou 14 ans ou 15 ans, je sais plus, c'est les mêmes personnes dans la même classe avec la même maîtresse. Donc en fait, il se crée des affinités entre un garçon et une fille, des fois depuis tout petit, ou alors ils tombent amoureux quand ils ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, ou juste avant des fois de se quitter pour partir à l'université à gauche à droite. Des fois ils partent ensemble spécialement dans une université pour rester tous les deux. Et tout ça, ça donne après des mariages. C'est comme ça que se font les rencontres en Russie. Ensuite, ils parlent de... Enfin, ils en parlent pas, mais c'est sous-jacent à dire que la démographie russe se casse la gueule. Alors, s'il y a moins de mariages, il y a moins d'enfants, sachant que... Alors moi, j'ai pas les statistiques, les vraies statistiques russes. Je pense que les leurs sont vraies, mais quand il y a moins d'enfants, il y a aussi des familles qui ont 5, 6, 7 enfants. Et là, ça arrive beaucoup. Grâce au programme que l'État russe a mis en place pour vous aider si vous avez des enfants. Par exemple, la voisine ici, au quatrième, elle a eu le droit, et elle l'a fait il n'y a pas longtemps parce qu'elle n'avait pas le temps avant, elle a eu le droit de passer son permis de conduire et l'État lui a acheté une petite voiture. Voilà, il lui a donné un petit budget pour acheter une voiture. Au troisième, vous avez des terres. Au premier, vous avez rien. Au deuxième, vous avez 4500 euros, je crois. Ce qui est pas mal pour ici, pour des gens qui gagnent 20-25 000 euros par mois. Normalement, vous devez les garder. Ensuite, vous avez la terre et avec cet argent, vous construisez la maison. Mais bon, les gens, quand ils ont l'argent, avant d'avoir la terre, soit ils achètent un appart, soit ils achètent une voiture, soit ils en ont besoin. Quoi. Donc voilà. Est-ce qu'ils ne vous disent pas, bien évidemment, c'est que la Russie a augmenté de 16 millions d'individus sa population, avec la Crimée et le Donbass. Voilà. Donc tous ces gens-là sont russes maintenant, et ça a fait augmenter de 16 millions la population russe.
qui est passé donc de 145 millions à 160 millions à peu près. Pardon. Alors, je vous laisse regarder la vidéo déjà. Et malgré les appels répétés du président Vladimir Poutine pour qu'en Russie, justement, les femmes fondent une famille plus tôt et surtout fassent plus d'enfants, eh bien les statistiques ne suivent absolument pas. Nous allons vous les montrer. Ce mois de septembre a enregistré le plus bas nombre de mariages en Russie depuis 18 ans. Terrible. En fait, c'est 16% de moins que l'an dernier. Vous voyez bien sur la courbe que ça n'a cessé de baisser depuis en fait 2014. À l'exception peut-être de cette petite dent là, vous voyez, qui est en 2022. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Aurélien Duchesne, ce pic de naissance? Alors après une longue période de chute et qui se poursuit encore aujourd'hui. Ça vient juste après. C'est pas faux. Normalement, selon les valeurs traditionnelles que défend la Russie, ça vient pas loin. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en 2022, il y a eu quand même un nombre de mariages en hausse? Je m'aventurerai sur une... Ça vaut ce que ça vaut, mais peut-être est-ce lié à l'idée d'éviter la mobilisation. Oui. Avec l'idée, par exemple, de se marier pour ne pas être envoyé. Vous avez doublement raison parce qu'on en avait parlé au début de la guerre, en effet. Donc c'est très manifeste à l'automne 2022, ça s'est avéré. Je ne sais juste pas si c'est de manière empirique, si on peut expliquer quand même un tel regain de mariage uniquement par ce biais. Et puis la deuxième chose, c'est que là on parle des mariages, mais si vous regardez d'autres éléments des soi-disant valeurs traditionnelles mises en avant par Poutine, j'en prends d'autres. La violence conjugale, par exemple, les relations hors mariage ou encore le sida, par exemple. Toutes les statistiques sont beaucoup plus élevées en Russie qu'elles ne le sont dans les soi-disant pays occidentaux dépravés. Donc il y a d'un côté le masque pseudo-traditionnaliste du Kremlin et la réalité de la Russie, qui est un pays qui était à certains égards en avance sociétalement sur nous. Je pense par exemple au travail des femmes, qui était bien supérieur dans l'URSS à ce qui était dans un pays comme la France. Mais de l'autre côté, sur les valeurs traditionnelles, encore une fois, les seules choses qui restent conservatrices en Russie, ce sont les valeurs les plus réactionnaires. Je pense par exemple à la violence conjugale que Poutine a en très grande partie dépénalisée. Samantha. Oui, c'est aussi dû au fait que si vous êtes marié et vous mourrez sur le front, eh bien votre épouse va toucher quelque chose. Enfin, est censé le faire, en tout cas. Et il y avait même moi j'ai vu ça en parlant à des Russes aussi. C'était une blague, mais une blague avec un humour très très noir. C'est qu'il faut vite se marier avec quelqu'un qui a été mobilisé, comme ça il meurt vite, tu as le fric, tu peux recommencer. Donc c'est une façon très cynique de voir les choses, mais en effet... Une forme de viager, quoi. Une forme de viager. C'est cynique. Mais je dois dire que votre comparaison et puis, mais il y a une chose en Russie qu'il faut aussi dire, c'est que pendant toute l'époque soviétique, le moyen de contraception le plus courant, c'était l'avortement. Il y avait des femmes qui avaient plusieurs avortements au cours d'une vie. Aujourd'hui, l'avortement est en train d'être limité en Russie. Il devient de plus en plus difficile dans beaucoup de régions. Et ça peut aussi expliquer que les mariages ont aussi augmenté un petit peu si les femmes étaient enceintes. Aussi parce qu'il y a beaucoup qui tombent enceintes avant le mariage, avant que leur petit copain aille au front. Mais et aujourd'hui, les mariages s'empêchent et la natalité atteint un niveau catastrophique. Et comme il y a de moins en moins d'hommes, parce que ceux qui sont mobilisés et ceux qui sont partis, eh bien, ça affecte... Même quand on veut se marier, on ne peut pas forcément. Et comme le mariage non hétérosexuel n'est pas autorisé, eh bien, quand il n'y a pas beaucoup d'hommes, c'est difficile pour les femmes de se marier. Évidemment. Alors, le mariage ne fait plus rêver les Russes, mais ce qui ne fait plus rêver ni en Russie ni en Ukraine depuis un certain temps, c'est d'aller faire la guerre. Parce que des deux côtés, du côté russe comme du côté ukrainien, il n'y a finalement plus assez de soldats pour aller combattre. Et ça, c'est très important. Tous les militaires que nous écoutons religieusement sur ce plateau nous disent que ce qui compte avant tout dans une guerre, c'est la masse. Et la masse, aujourd'hui, laisse à désirer. Et c'est ce qu'a dit, et ça c'est nouveau, un haut fonctionnaire américain anonyme dans le journal britannique Financial Times. Je le cite, « Ce qui se passe est très simple. L'Ukraine ne mobilise pas et ne forme pas suffisamment de soldats pour à la fois remplacer ses pertes au combat et s'aligner sur la croissance des effectifs militaires russes. » Alors, Michel Goya, est-ce que ça, c'est bien le nerf de la guerre ?
Oui, bien sûr. Entre autres. Oui, bien sûr, ou le sang de la guerre. Oui, le sang, tout à fait. Pour être plus précis. Mais c'est vrai. Après, vous regardez, par exemple, dans l'armée israélienne, j'ai fait les statistiques sur c'est la brigade israélienne qui a subi le plus de pertes à Gaza, brigade Givati, brigade active. La moyenne d'âge des soldats qui sont tués, c'est 20 ans et 8 mois. Donc, dernière vidéo que je vais vous montrer, c'est une vidéo sur l'homme qui joue du piano avec sa zibounette. Un président très sérieux, très sérieux, qui commence à dire on est prêt à négocier, mais qui propose déjà, alors qu'il est complètement perdant de partout, qui propose déjà des conditions, c'est-à-dire qu'il est d'accord pour laisser le Donbass et la Crimée, mais il veut être sous l'égide de l'OTAN, chose que la Russie n'acceptera jamais, et il le sait. Il veut aussi récupérer toutes ces terres après par la diplomatie. Bah bien sûr. Les Russes vont dire bah, bien sûr, si vous dites s'il vous plaît, on vous les rend, pas de problème. Donc vous pouvez voir les journalistes des LCI qui sont complètement gaga devant ce zozo qui raconte ses âneries. On sait tous déjà, alors ils disent que c'est sa déclaration de la dernière chance. Bon, si c'est ça sa déclaration de la dernière chance, bah ils vont perdre tout le pays, quoi, si j'ai bien compris. Parce qu'il y a un moment, les Russes, ils vont filer un grand coup de pied dans la fourmilière et ils vont percer tout ça. Et c'est en train de se préparer, je pense. Ça, j'ai pas d'infos là-dessus, mais je pense. Moi, je pense. Je vois pas pourquoi ils le feraient pas d'ailleurs, puisque j'ai vu des témoignages, par exemple un Italien de la Légion internationale là, qui témoignait que qu'ils avaient plus de grenades à main. Voilà. Ils avaient plus de grenades à main et d'autres qu'ils avaient plus de munitions et des prisonniers russes qui ont témoigné aussi que quand on les envoyait à l'assaut, le commandant il partait 50 km en arrière. Et depuis là-bas, il envoyait des ordres par radio. Le commandant français classique, quoi, comme ils font en France. Comme ils ont fait à la ligne Maginot, où était mon grand-père, je vous ai déjà raconté, comme ils ont fait plein de fois. Bon, c'est pour ça que je dis souvent que la France, pour moi, elle s'est arrêtée quand le général de Gaulle a démissionné. Et encore plus quand Bijard est mort, parce que c'était le dernier qui avait des roubignoles. Et lui, c'était certainement pas le genre à aller 50 km en arrière. Voilà. Il faut que je vous dise aussi quand même que, contrairement aux armées occidentales, aux armées américaines, aux armées tout ça, l'armée russe, tout ce qui a jusqu'à commandant, c'est sur le front, dans les tranchées. Voilà, c'est pas derrière, non, c'est... D'ailleurs, des fois, vous voyez, en passant... Alors, chez nous, il y en a pas, mais je sais qu'à Moscou, vous avez des panneaux publicitaires, vous savez, dans les rues, des grands panneaux, là, et à la place d'une publicité, vous avez la photo d'un capitaine ou d'un commandant qui est mort, et ça explique comment il est mort. Il a reçu à titre posthume, c'est fait par informatique, si vous voulez, il y a sa photo en uniforme de cérémonie, et puis on lui rajoute la croix, enfin la plus haute distinction russe, quoi. Comme la Medal of Honor aux États-Unis, ou en France, la croix de guerre, enfin bon, voilà. Donc on lui a remis ça. Alors ça sert surtout pour sa femme, ça sert surtout pour son histoire personnelle, quoi, voilà. Donc voilà, toujours des âneries, mais je vous dis, en étant objectif, cette femme qui était journaliste pour l'OTAN, si j'ai bien compris, ou attachée de presse ou quelque chose comme ça, réfléchit à ce qu'elle dit et dit des choses pertinentes. Les deux interventions que vous voyez d'elle là, sur cette vidéo que je suis en train de vous faire, les deux vidéos sont où elle est, c'est elle qui apporte le plus. C'est-à-dire c'est elle qui... Tous les autres racontent n'importe quoi, ils savent pas. Elle apparemment elle sait des choses, elle vraiment elle fait son job, et elle dit les choses comme elles sont. Voilà. Donc comme je vous dis, ça va pas dans le sens de la Russie des fois, mais au moins, même si ça va pas dans le sens, et c'est ça le plus important, c'est la vérité. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi. Au début, c'était ça, c'était aussi parce que quelqu'un avait dit que sur une autre chaîne, bon, je veux pas repartir dans cette polémique, mais avait dit sur une autre chaîne que
que c'était pas possible de vivre à la campagne en Russie, parce qu'on prenait un coup de couteau par les alcooliques, et tout ça. Il n'y a pas d'alcoolique, il n'y a pas de coup de couteau, ça n'arrive jamais. Bon, je sais pas où il a vu ça, mais bon, bref. Donc c'est ça qui m'avait donné envie de faire une chaîne pour vous dire qu'en fait c'était faux, et puis que vous montrer un peu la réalité de la vie à la campagne. Donc voilà. Alors, c'était donc pour vous dire que cette femme, elle dit des choses pertinentes. Et s'il y a une seule personne à écouter sur LCI, je pense que c'est elle. Parce que j'ai même pas son nom, je m'en fous, vous me direz, mais bon, vous allez la voir sur les vidéos, vous allez comprendre qui c'est. C'est une dame avec une veste blanche. Et voilà. Et tous les autres, c'est des gros clowns, c'est des nuls, ils savent rien. Ils ont été briefés sur rien, ils vous sortent des trucs, surtout la femme en rouge là sur les mariages en Russie. Ils ont une théorie, il y en a un qui a une théorie comme quoi, alors non, la plus belle théorie c'est elle qui l'a, que je vous ai dit déjà, c'est le fait qu'il y a des femmes qui se marient avec des hommes russes en espérant qu'ils meurent sur le front, mais elle a rien compris elle, hein. C'est pas la mentalité française là-bas, hein. Les gens ne font pas ce genre de choses. Les filles ne font pas ce genre de choses. Parce que en Russie, si ça se sait, ce genre de truc, vous êtes banni de partout pour toute votre vie. De votre famille, de tout ça, parce que c'est inacceptable. Dans la religion orthodoxe, dans la manière d'être des Russes, ça n'existe pas. Mais ça, elle peut pas comprendre. En fait, ce qu'ils font, souvent, c'est qu'ils prennent leur perversion, ils ont dans leur pays, et ils collent ça sur la Russie. Et ils disent, ah bah oui, les Russes, ils font comme ça. Ben non, ils font pas comme ça. Voilà. Donc je suis désolé, je suis un peu petit aujourd'hui, parce que ma chaise, elle a descendu juste quand j'ai commencé la vidéo. Bon, faut que je soigne ma crève. Le mal de dos, j'ai ça. Nimésilide ou nimésoulide. Je sais pas si on dit ou pour le Y là, ou si on dit I. C'est un médicament pour les douleurs. Bon, ça marche. Sauf que hier, j'en ai pris qu'un, ça n'a pas marché avant au moins 2 heures. Je vais en prendre 2 aujourd'hui. On verra. Alors, c'est un mal de dos, c'est dans le dos, sous l'omoplate, il y a un muscle. Et ce muscle, alors je sais pas comment on dit en français, en russe, c'est grigé. C'est-à-dire qu'il s'est durci. Et il est plein de, vous savez, du lait, je sais pas quoi, là, comme quand on fait du sport et qu'on doit l'éliminer après. Euh, bon voilà, j'ai fait beaucoup de choses sur l'ordinateur pour préparer les voyages à Kazan, tout ça, et j'ai pas beaucoup bougé de ma chaise, et du coup voilà ce que j'ai attrapé. Donc maintenant je fais un peu plus d'exercice, mais voilà, c'est comme ça. Bon allez, je vous laisse visionner ça, je vous souhaite un bon dimanche, sous vos applaudissements. Prêt à perdre une partie de son territoire. Le président ukrainien s'est dit ouvert à des concessions et notamment à perdre temporairement une partie de son territoire avant de le récupérer par des voies diplomatiques. Alors une question ce matin, y aura-t-il un cessez-le-feu dans les prochaines semaines en Ukraine? Écoutez le président ukrainien hier soir. Si nous voulons arrêter la phase chaude de la guerre, nous devons prendre sous l'égide de l'OTAN le territoire de l'Ukraine que nous avons sous notre contrôle. Nous devons agir vite. Et ensuite, concernant les territoires occupés de l'Ukraine, l'Ukraine pourra les récupérer par voie diplomatique. Et partons tout de suite en Ukraine, à Kryvyi, rejoindre nos envoyés spéciales Solène Rioux avec Pauline Normand. Alors Solène, on a entendu il y a quelques instants les déclarations du président ukrainien et on se demande ce matin s'il joue son va-tout. Oui, Volodymyr Zelensky joue fort probablement son va-tout avec cette déclaration. Le président ukrainien a conscience que l'Ukraine ne peut pas gagner actuellement sur le terrain. Ses militaires sont à la peine. En novembre, 600 km² du territoire ukrainien sont passés aux mains des Russes, dont 235 km² rien que la semaine dernière. C'est un record en 2024. Pour ne rien arranger, Kiev fait face à la désertion de dizaines de milliers de ses soldats, ce qui paralyse ses plans de bataille. Enfin, l'Ukraine connaît des pénuries de munitions et d'armement et les livraisons de ses alliés prennent du retard, tant et si bien que le pays est incapable d'armer suffisamment bien ses unités. Tout cela place Kiev dans une position nettement désavantageuse en vue de
futures négociations. Et cela explique aussi l'inflexion du président ukrainien qui jusqu'ici a toujours refusé de céder ne serait-ce qu'une once de son territoire à Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky a sans doute aussi conscience qu'une partie de son opinion change elle aussi d'avis. Hier à Dnipro, des habitants nous ont confié au micro de Pauline Lormand ne pas être contre céder les territoires actuellement occupés en échange d'un cessez-le-feu, au moins sur le court terme. Et puis revenons